Alors, dans la première vidéo, on a pu parler de table en tant que bon menuisier et de table de mobilité en tant que bon sociologue. Ici, il va s'agir de comprendre quels sont les enseignements de ces fameuses tables de mobilité. Premier point, la table de mobilité permet de calculer ce qu'on appelle la mobilité observée ou la mobilité brute. Cette mobilité observée, cette mobilité brute, c'est tout simplement l'ensemble des changements de catégories socio-professionnelles que l'on peut observer au travers des fameuses tables de mobilité. Ces changements vont permettre de calculer ce qu'on appelle le taux de mobilité qui va mesurer la part en pourcentage d'individus qui sont mobiles par rapport à leur pairs, c'est-à-dire qui ont changé de PCS par rapport à leur pairs. Et ce calcul, vous pouvez l'effectuer via la formule suivante. Alors, dès lors, aujourd'hui, ces tables de mobilité nous indiquent que la société française est très mobile. C'est-à-dire que les individus masculins changent beaucoup de PCS par rapport à leur pairs. On constate ainsi que 2/3 des individus masculins changent de PCS par rapport à leur pairs. Une situation très très différente de pays par exemple comme l'Inde où 69% des individus masculins conservent la même PCS, une société comme l'Inde étant très marquée par l'héritage des castes et donc très marquée par ce qu'on appelle la reproduction sociale. Alors plus précisément, ce qu'on observe via cette mobilité observée, cette mobilité brute, c'est que l'immobilité sociale, la reproduction sociale a fortement baissé en France depuis les années 70. Les flux de mobilité verticaux, qu'ils soient ascendants ou descendants, ont donc augmenté. Encore plus précisément, ce que l'on constate, et cela peut paraître une bonne nouvelle, c'est que les flux ascendants sont 2 fois plus importants que les flux dits descendants. D'accord ? Néanmoins, petit bémol, 2 petits bémols. Le premier, c'est le fait que la reproduction sociale, l'immobilité sociale est très importante aux 2 extrêmes de la structure sociale. C'est-à-dire, d'un côté, pour les cadres, les fils de cadres suivent le destin de leur père très souvent. De la même façon, c'est le même cas pour les fils d'employés et d'ouvriers qui, eux, représentent les catégories dites populaires. Enfin, deuxième signe négatif que l'on observe dans ces tables de mobilité, c'est que les cas de déclassement, même s'ils restent plus faibles que les cas d'ascension comme on vient de le dire, sont en train de se développer, sont plus importants à l'heure actuelle, et c'est notamment le cas des jeunes actifs, des actifs qui viennent de rentrer sur le marché du travail et qui ont une situation professionnelle moins intéressante, entre guillemets, que leurs pairs. Cette mobilité observée, elle est composée elle-même de 2 éléments, la mobilité dite structurelle et la mobilité dite nette. La mobilité structurelle, elle, a un rôle très important dans cette mobilité observée. Elle est liée tout simplement au changement de structure sociale entre la génération des pères et la génération des fils, changement de structure sociale qui vont influencer, qui vont provoquer des flux de mobilité. A contrario, la mobilité dite nette n'est pas liée au changement de structure sociale. Alors quels sont ces changements de structure qui peuvent influencer la mobilité? Il peut s'agir du poids des différentes PCS qui peuvent changer entre les pères et les fils, notamment du fait de l'évolution en termes de secteur d'activité, le déclin du secteur agricole par exemple, ou l'extension du secteur tertiaire par exemple. De la même façon, la fécondité des différentes PCS a un rôle dans cette mobilité dite structurelle, tout comme l'entrée des femmes et des immigrés sur le marché du travail qui vont également la provoquer. Alors prenons 2 exemples très importants à retenir. Déjà, durant les 30 Glorieuses, du fait de la salarisation, du fait de la tertiarisation, on voit un développement de PCS comme les professions intermédiaires ou les cadres. Eh bien, ce développement de PCS va permettre des flux de mobilité d'individus qui ne sont pas originaires de cette PCS, qui n'ont pas de parents issus de cette PCS, mais qui vont pouvoir y rentrer. Pourquoi peuvent-ils y rentrer? Parce qu'à cette époque, tous les fils de cadres et tous les fils de professions intermédiaires ne suffisaient pas, numériquement parlant,
pour satisfaire tous les besoins en termes d'emploi, toutes les offres d'emploi qui existaient par rapport à ces PCS qui vraiment augmentaient à n'en plus finir. Deuxième exemple crucial à retenir, celui des agriculteurs. Alors du fait de la mécanisation, du progrès technique, on sait bien que les agriculteurs ont baissé en termes de nombre. Et bien par conséquent, tous les fils d'agriculteurs ne vont pas tous pouvoir suivre la trace de leur père. Pourquoi? Car on a moins besoin d'agriculteurs à l'heure actuelle qu'on en avait besoin lorsque leur père travaillait. Alors, on parle beaucoup de père et de fils, mais qu'en est-il de la mobilité féminine? Premier point, si l'on compare la situation des filles par rapport à leur mère, on note beaucoup de cas d'ascension sociale. Eh bien oui, c'est logique. Beaucoup de mères étaient inactives alors que les filles rentrent sur le marché du travail. Deuxième point, si l'on compare la situation des filles avec la situation de leur père, on note a contrario beaucoup de cas de déclassement. Les filles rentrent dans des emplois moins qualifiés. Pourquoi? Parce que la structure des emplois féminins est moins ouverte aux postes qualifiés que la structure des emplois masculins. C'est notamment lié à la discrimination professionnelle. Autre point, on note beaucoup également de cas de reproduction sociale entre les filles et leur père, mais également beaucoup de cas où on avait un père qui était ouvrier, agriculteur, et une fille qui devient employée. Eh bien oui, ici c'est également logique du fait qu'une PCS comme la PCS des employés est très marquée par une présence de femmes, par le travail féminin. Enfin, dernier élément, il faut noter, c'est très important, que la mobilité féminine impacte directement la mobilité masculine. Durant les 30 Glorieuses, et ça s'est poursuivi ensuite, c'est parce que des femmes sont entrées sur le marché du travail ou occupé des emplois peu qualifiés que des hommes ont pu connaître une ascension sociale, les emplois peu qualifiés dont avait besoin l'économie étant désormais occupés par des femmes. Ici, on est bel et bien dans un cas typique, une mobilité dite structurelle, la structure sociale changeant, ce qui va favoriser des flux de mobilité. Alors à côté de cette mobilité observée, il faut également savoir utiliser les tables de mobilité pour calculer ce qu'on appelle la fluidité sociale. La fluidité sociale, c'est un outil central qui permet de caractériser une situation dans laquelle la position sociale d'un individu n'est pas liée à son origine sociale. Et attention, il ne faut surtout pas croire que c'est parce qu'on a plus de flux de mobilité, qu'on a plus de mobilité observée, qu'on a forcément plus de fluidité sociale. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la mobilité structurelle peut provoquer des flux de mobilité entre guillemets forcés, mais ne pas favoriser la fluidité sociale, ne pas favoriser, en d'autres termes, l'égalité des chances. Petite démonstration. Imaginons une société dans laquelle on aurait une augmentation de la PCS des cadres ou une augmentation de la PCS des professions intermédiaires. Il va bien falloir que ces PCS recrutent ailleurs. C'est-à-dire qu'il va bien falloir que, par exemple, des fils d'ouvriers ou des fils d'employés rentrent dans ces PCS et connaissent donc une ascension sociale. À première vue, on pourrait se dire, bon, l'égalité des chances augmentera forcément. Eh bien non, en réalité. Pourquoi? Eh bien, si, dans le même cas, les fils de cadres ont beaucoup plus de chances de devenir eux-mêmes cadres que les fils d'employés et que les fils d'ouvriers, et de la même façon, si dans le même temps, les fils de cadres ont très peu de chances de connaître un déclassement, c'est-à-dire de tomber ouvrier, tomber employé, eh bien, les fils de cadres ont encore beaucoup plus de chances de connaître une situation sociale favorable que les fils d'employés et d'ouvriers. On n'a donc pas d'augmentation de la fluidité sociale, on a juste une augmentation de la mobilité observée, ce qui va totalement à l'encontre de l'idée, de l'idéal d'égalité des chances. Alors, plus précisément, pour mesurer la fluidité sociale, on va s'aider d'un outil, l'outil des odds ratios. Les odds ratios, c'est un outil statistique qui va mesurer l'importance de l'origine sociale sur la position sociale occupée par un individu. En d'autres termes, le système des odds ratios va totalement gommer l'effet de structure
l'effet de la mobilité structurelle sur la position sociale occupée par un individu grâce au flux de mobilité. Les autres ratios vont comparer les chances d'enfants de deux groupes d'accéder à une position sociale, à une catégorie socio-professionnelle, plutôt qu'à une autre. Petite démonstration grâce à nos fameuses tables de mobilité. Sachez tout d'abord que pour calculer la fluidité sociale, avec le système des odds ratios, on va utiliser cette formule, qui peut certes paraître à premier abord très compliquée, mais en fait qui ne l'est pas du tout. Alors, je vais déjà chercher combien de fils de cadres sont devenus cadres, et combien de fils de cadres sont devenus, à contrario, ouvriers. On observe donc que sur 100 fils de cadres, 41 sont devenus cadres, et seulement 7 sont devenus ouvriers. Je réalise mon premier rapport et je tombe sur 5,86. Mais que signifie ce 5,86? Eh bien, cela signifie tout simplement qu'un fils de cadre a 5,86 fois plus de chances de devenir cadre que de devenir ouvrier. Alors, je fais exactement la même chose pour les fils d'ouvriers et j'observe que sur 100 fils d'ouvriers, seulement 8 sont devenus cadres et 32 sont devenus ouvriers. Alors, on peut donc réaliser la phrase sur le format suivant. Les fils d'ouvriers ont environ 4 fois plus de chances de devenir ouvriers que de devenir cadres. Par conséquent, je suis tombé sur bel et bien deux données, mon 5,86 et mon 0,25, voilà, que j'avais retourné tout à l'heure pour tomber sur 4 et faire une lecture statistique beaucoup plus parlante qu'avec un 0,25. Voilà, tout simplement d'un point de vue rédactionnel, c'est pas top du tout de faire une multiplication avec 0,25. Par conséquent, je tombe sur le nombre 23. Alors, avec ce nombre 23, il va falloir réaliser une lecture statistique très importante et on va pouvoir donc dire que les chances de devenir cadre plutôt qu'ouvrier sont 23 fois plus élevées pour les fils de cadres que pour les fils d'ouvriers. Alors ce rapport de 23 qui montre vraiment, voilà, vous voyez bel et bien, une inégalité des chances et une fluidité sociale assez faible, il reste à ce niveau, il stagne depuis les années 90, ce qui peut donc montrer que la société française est certes très mobile, mais peu fluide. Alors mentionnons qu'une société fluide, ce n'est pas forcément une société moins inégalitaire. En effet, il peut y avoir toujours bel et bien beaucoup de riches en haut, beaucoup de pauvres en bas. L'idée surtout, c'est qu'une société fluide, c'est une société dans laquelle les pauvres ont plus de chances de devenir riches et les riches ont également beaucoup de chances de devenir pauvres. En d'autres termes, c'est une société dans laquelle il y a beaucoup d'ascension sociale, mais également beaucoup de cas de déclassement, ascension comme déclassement qui ne sont pas liées à la mobilité dite structurelle. De la même façon, il faut mentionner qu'une société fluide, c'est surtout une société dite méritocratique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des inégalités, comme on vient de le dire, mais surtout, l'idée, c'est que la position sociale d'un individu ne dépend pas de son origine, mais dépend des efforts fournis, du travail, du mérite personnel. En d'autres termes, une société fluide, une société méritocratique, c'est bel et bien l'idéal de nos sociétés démocratiques, comme par exemple la France, mais également, peut-être à une échelle plus élevée, les États-Unis, deux sociétés qui mettent en avant cet idéal, mais deux sociétés dans lesquelles cet idéal est encore, comme on l'a vu, bien loin d'être atteint.